Bonjour, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'interviewer Christian Malissard qui fait le métier de consultant et de consultant libre, on peut le dire. Et d'ailleurs, peut-être que pour commencer, Christian, tu peux peut-être nous dire comment tu définis le métier de consultant libre, et puis un petit peu quelques mots sur ton histoire aussi. Bien sûr, merci beaucoup. Laurent, comme toi, je fais ce métier, j'ai pas mal d'années d'expérience de management derrière moi, d'entrepreneuriat, réussi ou pas. J'ai fait beaucoup d'erreurs de management quand j'étais aux commandes d'organisation, j'ai fait beaucoup d'erreurs de discernement, beaucoup d'erreurs d'appréciation, sans doute de tempérament, impatient. J'enchaînais des décisions qui n'étaient pas assez mûries et réfléchies. Et j'ai fait l'usage moi-même de consultant. Et un jour, je me suis dit, mais peut-être que je serais mûr avec toutes les bêtises que j'ai faites et les erreurs de management pour le devenir moi-même. Et Hmm. j'ai eu 41 ans le jour où je me suis rendu compte que la prochaine tranche de vie professionnelle, ce serait de servir des gens qui, eux, allaient continuer à devenir de bons managers ou le rester, en leur apportant un œil extérieur, non complaisant, indépendant, avec une certaine force de persuasion et d'observation. J'ai réussi à les aider à être de meilleurs patrons que je n'aurais jamais été seul si j'étais moi-même resté grand patron de boîte. Parce que j'ai eu la chance de manager de grosses équipes pendant près de 20 ans. Je suis passé par toutes les étapes. Et donc, je suis arrivé au métier de consultant par le biais des entreprises américaines, où j'ai exclusivement travaillé depuis mon diplôme d'ingénieur en France. J'ai toujours bossé pour des boîtes américaines parce que je parlais l'anglais. Et ça m'a toujours aidé. Et je suis monté dans des postes de management nationaux, puis après européens, Moyen-Orient, Afrique, là, IMIA. Et mon rêve, c'était de partir aux États-Unis. Et j'ai toujours été le finaliste, mais jamais le gagnant des recherches d'emploi dans les boîtes où je bossais. Et puis un jour, je me suis rendu compte que mon indépendance d'esprit et mon autonomie m'obligeraient à quitter le monde corporate et à devenir un conseiller d'entrepreneur. Et je suis devenu non-exec, qui était dans les années 95-96, un rôle de non-exec, c'était au service d'une entreprise. Tu es au conseil de surveillance de petites startups financées par des VCs, des indépendants souvent, qui travaillent comme non-exec. On n'est pas vraiment rémunéré, on a un petit jeton de présence, mais par contre, on peut avoir un impact très important pour défendre les investisseurs. Et j'ai adoré ça, et j'ai voulu en faire mon métier. Et ça a été la transition en 2001 pour créer Eagle Performance. Voilà. Hmm. Et donc, justement, aujourd'hui, quel type de clients accompagnes-tu? Qu'est-ce qu'ils ont comme enjeu? C'est quoi ton... Alors, je suis très intuitif personnel. Je suis un sniper on en parlait l'autre fois, c'est-à-dire que pour moi, la précision d'une qualification en amont d'une relation est essentielle. Donc, j'évite de faire des appels d'offres, j'évite de faire du mass marketing. Je rencontre des gens, c'est essentiellement basé sur la rencontre, basé sur la connexion mentale et morale que se bâtit mon business. Et après, c'est souvent parce qu'on a une adéquation, soit on a eu apprécié quelque chose ensemble, soit on a vécu une conversation ensemble, qu'on a eu un bon moment, on se dit, mais tiens, peut-être que tu pourrais m'aider. Donc, je n'ai pas une religion particulière sur la taille de mes clients. Mhm. La seule question, c'est celui qui ne peut pas me payer, ne peut pas m'avoir. Je fais beaucoup de bénévolat par ailleurs, mais dans le monde du travail, j'essaie quand même de rémunérer mon travail. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Mhm. Et j'essaie de trouver des gens qui ont quand même prévu d'avoir des budgets d'investissement plutôt que de dépenses à l'égard de mes services. Maintenant, j'ai des très grandes sociétés, du FTSE, du CAC 40 ou des boîtes américaines. Et puis, j'ai des entreprises très modestes, très petites, embryonnaires, où le patron a compris que je pouvais lui apporter quelque chose que seul il ne pouvait pas trouver. Donc, tu vois, j'ai vraiment une palette de clients. J'ai 70 clients à peu près d'entreprises et j'ai eu une centaine de clients individuels. C'est à peu près ce chiffre-là depuis 20 ans que mon cabinet existe. Mhm. Et, si tu avais à dire, qu'est-ce que tu leur apportes finalement à tes clients? C'est quoi la patte, la signature Christian? Oui, la signature, c'est un très bon mot. C'est effectivement un mot que j'utilise, c'est l'énergie. Mhm. Je pense que j'ai cette capacité de comprendre, d'internaliser la difficulté d'un entrepreneur ou d'un patron de département ou de patron de boîte à vivre pleinement son rêve de leader. Et j'arrive à générer une connexion mentale et une énergie. Et donc, je lui apporterai de l'écoute, du bon sens, de la créativité, de l'humour, de la dérision quand il faut, beaucoup de sens pratique. Je suis vraiment très opérationnel. Je n'ai jamais suivi de formation particulière au coaching ou au mentoring ou ça, pour moi, je suis arrivé là-dedans par le biais de l'expérience. Je suis un peu un canif suisse. Donc, de temps en temps, je use des techniques de coach, de temps en temps, des techniques de médiateur, des techniques de consultant, des techniques de mentoring, de formateur. Je ne sais pas très bien. J'ai une boîte à outils que j'ai composée au fil de mes expériences, soit des outils du marché que j'ai adorés, soit des outils que j'ai créés moi-même avec mon établi.
et cette boîte à outils est disponible. Mais le vrai fonds de commerce de mon savoir-faire, c'est mon énergie. C'est ma connexion avec l'âme, l'ADN de l'entreprise et de l'individu. Donc, j'aime bien rentrer dans le réacteur. Donc, je passe beaucoup de temps en observation, en due diligence. Je m'invite. Alors là, avec le Covid, on est un peu bloqué, mais quand le Covid sera fini, dans 3 décennies, on va pouvoir recommencer. Je m'invite dans l'entreprise. Je me mets au bureau avec les employés, les secrétaires, les stagiaires, les patrons, l'usine, le shop floor, l'établissement de logistique. Je vais voir. Je m'imprègne du business model de la boîte. Et c'est ça qui me permet d'avoir très rapidement en osmose le sens de ce qui se passe ici. Et toutes les boîtes ont une culture différente, mais les problèmes sont souvent les mêmes. C'est quoi les 3 grands problèmes? Mauvaise compréhension des attentes et des objectifs de chacun, parce que mal défini par l'autorité ou par le management. Donc, quand tu es mal défini, tu comprends mal. Quand tu comprends mal, ben, tu fais mal. Deuxième chose, c'est le manque d'appartenance à quelque chose de commun. L'individu est un animal grégaire, il a besoin de faire partie, ou alors il est individu tout seul sur son île à la Robinson, mais une grande partie des gens ont besoin de faire partie. Alors, ils n'ont pas besoin d'être là 8 heures par jour avec les gens, ils ont besoin de faire partie d'un dispositif, de comprendre ce qui se passe. Et il n'y a pas que des gens qui comprennent, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ce qui se passe. Tu vois, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils ne sont pas du tout alertes. Le troisième truc que les gens ont souvent, c'est un manque de créativité ou de bon sens. Il leur manque des idées, ils voient le problème, ils savent qu'ils doivent le régler, mais ils n'ont plus d'idées pour le faire, ils sont épuisés, ou alors ils n'ont plus de bon sens. Et ils créent des trucs, des usines à gaz, qui ne marcheront jamais. Toi et moi, on voit très bien que ça ne marchera pas. Par contre, ça consomme des budgets et des énergies. Ouais, on fait des processus pour les processus. Quelque chose qui intéresse souvent les gens avec qui je travaille, qui veulent devenir consultants, qui sont déjà constants, c'est comment trouver les clients. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure en créant de la relation, etc. Mais finalement, dans ton processus pour trouver des clients, c'est quoi un peu les secrets qui font que tu passes de bah oui, j'ai un bon contact, le courant est bien passé, au fait que maintenant on signe un contrat? Parce que ça, c'est. Eh bien, c'est vrai que d'abord, il y a façon de rencontrer les gens et façon de rencontrer les gens. Donc, les social media et tous ces outils qui sont très à la mode génèrent quasiment jamais de business. Enfin, c'est mon observation. D'ailleurs, je suis revenu et j'arrête d'utiliser Facebook, tous ces trucs-là. Mais par contre, j'essaie d'être actif sur LinkedIn parce que c'est lu par une profession, par les gens professionnellement. Dans l'heure de leur journée, ils lisent LinkedIn. Le soir, chez eux, ils ont les réseaux sociaux où je ne veux pas être. Par contre, dans la journée, ils ont souvent une consultation LinkedIn ou deux et ils peuvent être intéressés par un post intéressant, une idée intéressante et intelligente que j'essaie de partager. Donc, j'écris à peu près 1 fois par semaine quelque chose de provocateur ou peut-être de pertinent, où j'essaie d'appeler un chat par son nom et de rentrer dans le vif du réacteur. J'ai un blog. La provocation, t'hésites pas. J'hésite pas, mais je ne veux pas faire de la peine aux gens, mais je pense que le politiquement correct, et surtout vivant à Londres depuis 27 ans, c'est une catastrophe, ça empêche que plus personne dise ce qu'il pense. Alors par contre, oui, en politiquement correct, je suis médaille d'or. Parce que s'il faut être PC dans les meetings, je sais toutes les phrases, les expressions, je sais faire les PowerPoint qui blessent personne. Mais au bout du réacteur, au bout du compte, on n'est pas dans le cœur du problème. Et beaucoup de problèmes ne sont pas réglés parce que plus personne ne dit ce qui se passe. Plus personne ne fait part de son émotion, de son intuition et de son idée. On reste avec des balles de fond de cours liftées et ça, c'est très dangereux pour les boîtes. C'est ce qui tue une grande partie des efforts collectifs. C'est qu'on est plus réaliste, on reste superficiel. Donc, la rencontre, pour moi, c'est important. La qualification, ben, je lis beaucoup, je garde contact avec les gens très longtemps, je suis les gens quand ils quittent leur job, je prends des nouvelles. Quand ils reprennent un autre job, je prends des nouvelles. Tu vois, ce matin, j'ai fait 17 rencontres sur un speed dating de French Founders. J'étais le premier connecté et toutes les 4 minutes, on passe à un suivant. Et j'ai rencontré 17 personnes de valeur. J'en ai déjà relancé 12. J'en ai peut-être 4 avec qui j'ai une conversation dans la semaine. Et il y en aura peut-être un avec qui je vais faire du business. Et comment tu passes la dernière étape, parce que ça, j'ai bien vu, la dernière étape de, OK, maintenant, on a une bonne relation, il y a mais maintenant, OK, je pense que c'est le contrat. un acte de courage. C'est un acte de courage et c'est un acte d'humilité de dire à quelqu'un, bon, je pense on a compris, tu as compris ce que je fais, j'ai compris ce que tu fais, j'ai l'impression qu'on a une bonne connexion, nos esprits connectent, je pense que mon intelligence peut s'additionner à la tienne, je pense que tu as un vrai problème, toi, d'entrepreneur ou de patron, j'aimerais pouvoir t'aider. Moi, je travaille sous la forme d'un contrat, très simple, c'est une page de document ou c'est 50 pages, ça dépend. J'aimerais qu'on bosse ensemble, j'aimerais qu'on écrive un protocole de fonctionnement. Donc moi, je n'ai pas peur de demander d'aller plus loin, au risque de me prendre une baffe en disant non, mais pas du tout, Christian, je n'ai jamais imaginé faire travailler tes services, je ne vois pas pourquoi tu penses ça. Bon, très bien. Mais ça ne me gêne pas de proposer mes services. Ce n'est pas pour moi un acte de prostitution, c'est au contraire un acte essentiel.
C'est l'acte de vente qui est le plus vieux métier du monde, je pense, avec l'autre, qui fait que moi, j'ai aucun état d'âme à dire à quelqu'un, est-ce que tu penses que je peux t'aider? Ouais. Est-ce que je pense qu'on est compatible? Ouais. Eh bien, bossons ensemble. Voilà mes prix. Ça ne me gêne pas. Alors, évidemment, parfois, il faut faire un effort pour rentrer dans les contraintes. Parfois, moi, j'ai fait du bénévolat pour aider des entreprises, des individus à rebondir. Ça ne m'empêche pas de faire du bénévolat. Tu vois, je le fais. Mais je ne vois pas pourquoi ma compétence ne se valorise pas. Quand tu vas chez le coiffeur ou chez le dentiste, tu es prêt à payer très cher pour te faire en faire une carine. Or, ça peut être fait par un robot. J'aime bien que tu dises que c'est un acte de courage parce qu'en effet, et puis d'humilité parce que il faut dépasser cette tension qu'on a intérieure de se dire mais maintenant il faut que je vende un truc alors qu'en fait tu vends qui tu es, tu n'as rien d'autre à vendre. Ben, je vends mon énergie, je vends ma capacité d'écoute, je vends mon sens de l'observation, je vends peut-être mes quelques dizaines d'années d'expérience et d'erreurs. Mm. Je vends ma capacité de passer d'un sujet à l'autre, parce que comme toi, on a beaucoup de clients de secteurs différents, donc on fait des corrélations que quelqu'un qui est dans sa ligne de conduite ne peut pas faire. Moi, dans la journée, je parle à 4 types d'entrepreneurs. Banque le matin, à midi, une boîte de construction, l'après-midi, un laboratoire pharmaceutique, et ce soir, j'ai eu un entrepreneur dans la tech. Évidemment, je véhicule des idées, des bonnes pratiques, et ça me permet, je suis un passeur d'eau, tu vois. Est-ce que tu as quelques mots à dire sur les impacts de la pandémie par rapport à ton business? Qu'est-ce que ça a créé? Ouais. Qu'est-ce que tu as dû changer peut-être? À moi, le 17 mars en France et le 25 mars en Angleterre, mon business il a été quasiment désossé. C'est-à-dire tout ce que je faisais en présentiel a été arrêté. Évidemment, sans préavis. Donc, j'ai reçu des petits emails très gentils. Cher Christian, malheureusement, les 3 séries de séminaires qu'on avait prévues cette année n'auront pas lieu. Je préfère te libérer au cas où. Enfin, toujours très gentiment. Personne n'avait envie de nous faire souffrir en tant que consultant. Donc, j'ai eu pas le choix que de me réinventer. Et j'ai découvert une chose, c'est que tous les managers allaient se connecter comme moi, derrière des écrans Zoom, Google Meet ou Teams. Et de devenir du jour au lendemain un bon manager à distance, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Ce n'est pas l'usage de technologie qui est difficile. On apprend vite à s'en servir. C'est comment garder ton énergie, comment garder ta vigilance, ton discernement, ton sens de l'individu, ton contact avec l'équipe, alors que tu es derrière un écran où tu as des petites vignettes de la taille d'un timbre-poste. Et là, tu dois sentir le gars, il est là, il n'est plus là, il est connecté, il est inquiet, il n'est pas inquiet, il a envie. Comment tu peux faire pour lire ça? Ça, c'est un art. Ce n'est pas qu'un métier. C'est des techniques, c'est de l'attention, c'est de la vigilance, c'est une façon d'engager le regard. Combien il y en a qui sont devant un écran, mais en vrai, ils lisent leurs emails pendant qu'ils te parlent. Moi, je ne lis pas mes emails. Je suis devant les écrans, je regarde tout le monde, j'essaye de capter le regard. Et parfois, je ne regarde pas ma caméra parce que je regarde quelqu'un et je me dis, je vois des gens qui sont complètement virtuellement déconnectés. Ils te regardent, mais en vrai, ils lisent leurs emails. C'est comme dans les réunions, les mecs qui prennent soi-disant des notes alors qu'ils font leurs notes de frais. C'est insupportable. Donc, je pense que ça a beaucoup impacté le management. Et ceux qui étaient bons sont peut-être restés bons. Ceux qui étaient médiocres sont vraisemblablement tombés un cran plus bas dans leur capacité managériale. À moins qu'ils se mettent en cause et qu'ils réapprennent à garder cette espèce de leadership malgré la distanciation de ces écrans. Au téléphone, quand tu appelles un pote au téléphone, tu peux avoir les pieds sur le bureau, tu peux être relax. Et ça t'aide à avoir une conversation de qualité. Tu ne peux pas avoir les pieds sur le bureau sur Zoom. Tu ne peux pas. Donc, tu es assis ou debout, figé, dans un immobilisme virtuel, parce que parfois les caméras te perdent quand tu bouges. Moi, je suis très agile, j'arrête pas de bouger. C'est insupportable. Et je pense que beaucoup de managers ont perdu la façon de garder le contact avec leurs équipes. Et j'ai interviewé un jeune collaborateur, un certain Joe, il m'a dit la plus belle journée de ma vie hier, et je l'ai écrit sur LinkedIn, ça a été quand mon patron m'a appelé, ça faisait 11 mois qu'il ne m'avait pas parlé. Bah, il m'avait revu des contrats, des trucs comme ça, mais il ne m'avait pas appelé du signe Laurent, comment tu vas quoi Parle-moi de toi depuis que tu es confiné. Pas une conversation comme ça. Comment tu veux être un bon patron si tu ne prends même pas le temps de prendre des nouvelles de tes troupes? Comment tu t'imagines garder le leadership quand ils vont revenir au bureau? Ils n'auront qu'une envie, c'est de se barrer. Et donc ça pose de vrais soucis. Et en effet, toi, tu as pu rebondir justement en prenant ça en main tout de suite. On a monté une offre qui s'appelle le Virtual Management Office, où j'apprends en français et en anglais à des patrons. On avait encore un webinar la semaine dernière. On essaye, j'ai fait ça avec un consultant que tu connais, qui s'appelle Antoine, parce qu'on a eu la même idée de faire un truc ensemble. On essaye, mais moi, ça fait 1 an que je vends ça. Donc, j'ai testé le truc. Là, avec Antoine, on l'a un peu réorienté. Mais il faut oxygéner l'esprit des gens. Il faut leur apporter du voyage,
de l'aventure, et tu es le premier à être un passionné toi-même de randonnée dans le désert, tu sais que ça peut avoir des vertus pédagogiques et thérapeutiques. Il faut aérer l'âme des gens, ils sont complètement sclérosés, c'est une anxiété, cette incertitude, cette incompétence de nos dirigeants est horrible. Euh, c'est insupportable. Quand tu écris le logbook de tout ce qui s'est dit tous les jours par nos dirigeants, mais c'est une blague. Enfin, si tu gères une entreprise comme ils gèrent le pays, mais plus aucune boîte serait cotée en bourse. C'est une catastrophe. Et alors, j'ai envie de te poser une dernière question. Tu sais que j'accompagne un certain nombre de consultants ou de gens, d'apprentis consultants, des gens qui veulent se mettre ou qui hésitent, qui j'y vas-t-il pas. Alors, il y a un certain nombre de managers d'entreprise qui en ont marre d'y être, mais en fait, si tu avais invité, si tu avais à donner 2 ou 3 conseils à des apprentis consultants, des gens qui sont dans ces 2 eaux, je démarre, mais je démarre pas, ou bien il faut vraiment que je me lance. En fait, si tu avais à donner 2, 3 conseils à des apprentis du métier de consultant, tu dirais quoi? Avoir une idée simple qui rencontre un besoin simple. Les boîtes de consultants où il y a 50 niveaux d'interaction avec des plateformes digitales, avec des partenariats en B2B qui créent des codes avec des marketplaces et tout, c'est ingérable. Rien qu'à l'expliquer, le mec, il n'y arrive pas. Alors, je sais, ils ont peut-être réussi à lever des fonds, mais ils n'ont pas réussi à vendre, ils n'ont pas un premier client. Si ça n'a pas un besoin, il n'y a pas d'offre. Que tu vendes du consulting ou que tu vendes des produits ou un mixte de services, il doit y avoir un besoin exprimé par un B2C ou un B2B qui existe. Si tu ne mets pas un mot sur un besoin, un problème, un dysfonctionnement ou une attente ou un désir, il n'y a pas de solution. Déjà, est-ce que tu es clair sur le besoin de tes clients? C'est pas sur ton idée d'être entrepreneur. Aucun entrepreneur ne réussit parce qu'il a envie d'être entrepreneur. C'est pas un job, tu vois, c'est une attitude. La grande différence, c'est que les mecs disent quand je serai retraité, je serai consultant. Ah oui, et pour quelle raison tu serais consultant? Tu ne l'as jamais été de ta vie. Pour quelle raison? Non, parce que maintenant, ça y est, j'ai pris un chèque pour partir et je me crée une boîte de coaching. Ah oui, et sur quelle base tu vas être coach? Tu ne l'as jamais fait de ta vie. C'est pas ton attitude. C'est pas comme vendre des vélos, si tu veux. Il y a un peu plus simplement. Donc, il faut que tu rencontres un client qui a un besoin, ou un secteur ou un consommateur. 2, il faut que tu aies envie de te vendre. Si tu vends des téléphones ou des stylos orange, bon, si ton stylo orange est meilleur que le concurrent, tu vas en vendre pendant 6 mois. Puis ton concurrent va en faire un qui dure 2 fois plus, tu ne vendras plus rien. Donc il faut perpétuellement te remettre en cause. Si tu vends tes idées, ton énergie, ta expérience, ça demande énormément d'énergie. Parce que la semaine, elle est comme ça, c'est les montagnes russes. Tu as des gens qui te promettaient une réponse qui ne te répondent pas. Tu as des gens qui t'ont dit qu'ils travailleraient avec toi, qui t'ont jamais passé la commande. Tu as des gens qui changent de job, ils ne te le disent pas. Tu as des gens qui ont pris d'autres consultants alors que tu attendais la réponse, ils ne te l'ont pas dit. Enfin, on passe notre vie à avoir des douches froides. Donc, si tu n'aimes pas l'eau froide, il ne faut pas être consultant. Hein. Limite tes coûts. Troisième conseil, limite tes coûts. Tu t'installes pas dans des super coworking office où tu payes déjà 1000 $ par semaine pour avoir une machine à café et tout. Achète-toi ta machine à café, même prends une belle machine. Installe-toi dans ton bureau, même si moi j'ai un petit bureau ici de 25 mètres carrés, mais j'ai un bel écran, je suis bien dans mon fauteuil, j'ai une table blanche en bois, j'ai mon téléphone, mon portable, mon iPad, je suis dans un petit paradis. Mais ça ne me coûte que dalle. Tu vois, tout amorti, la table en bois, je ne dépense rien. Pourtant, j'ai une activité qui marche bien. J'ai réduit mes coûts de structure le plus possible. Je sous-traite tout ce qui n'est pas important. Je ne deviens pas le marketeur de mon site web. Je ne suis pas bon pour ça. J'ai sous-traité. Je ne suis pas mon comptable. J'ai sous-traité. Je ne suis pas mon fiscaliste. Je me suis concentré sur ce que j'aime faire, c'est rencontrer des gens, établir un dialogue et vendre des services. Et l'ultime conseil pour briser la peur d'y aller, parce que certains, c'est ça, d'y aller, de se mettre à son compte, d'être entrepreneur, d'être consultant. C'est comme quand tu fais du ski et que tu es en haut d'une piste noire et que tu n'as jamais fait cette piste noire au Tremblay ou à Chamonix ou à Courchevel et tout. Tu peux continuer à descendre la piste bleue que tu connais par cœur, que tu fais depuis que tu es gamin, avec tes propres enfants, puis après tes petits-enfants, tu la connais par cœur, elle est damée, elle est parfaite. Là, tu es en haut d'une piste noire et là, il n'y a pas le choix, quoi. Si tu ne sais pas prendre tes virages, tu vas te viander. Je pense que l'entrepreneuriat, le consultant, il faut qu'il accepte que s'il n'est pas bon, il ne sera pas bon, point. C'est pas grave, c'est pas une atteinte à sa dignité. Tout le monde n'est pas champion du monde de ski. Tout le monde n'est pas champion du monde de marche dans le désert. C'est ta capacité ou pas. Et si tu n'es pas bon comme consultant, eh ben, c'est pas grave, tu fais autre chose. Ce n'est pas une maladie et c'est pas non plus une panacée. Il y a des tas de gens qui ne seront pas consultants parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ce n'est pas simplement d'avoir une expérience et un carnet d'adresses. Ce n'est pas de la mondanité le conseil, c'est de vendre à des gens tes honoraires.
Bah oui, ça demande un peu de courage et puis de rebondir. On passe notre temps à avoir des mauvaises nouvelles, hein. Mm. Moi, j'ai un bouquin de mauvaises nouvelles et j'ai un tout petit bouquin de bonnes nouvelles. Non, mais écoute, je te remercie beaucoup pour ces mots de conclusion, hein. Moi, j'ai retenu une idée simple, parce que trop de trucs, voilà. Envie de te vendre, tu as dit envie de te vendre. Si tu n'as pas envie de te vendre, il va falloir bosser ça sérieusement parce que j'abonde tout à fait dans ce cas-là. Limiter tes coûts, bah oui, on n'a plus besoin en fait d'ailleurs de toutes les, de toutes les choses magnifiques qui flattaient notre ego quand on était salarié. On s'en fout un peu, au moins on s'en fout complètement. Et puis, oui, c'est quand même, voilà, pour y aller, il faut vous dire, c'est la piste noire, mais dans la piste noire, quelle fierté aussi. Dire, j'ai descendu ma piste noire. Mais tant que je ne la prends pas, bah, ça reste. Donc, c'est Ouais, tu peux la descendre un peu en chasse-neige. Si tu arrives en bas vivant, tu as déjà fait un sacré truc. ouais, Il y en a qui vont la faire magnifique sans même planter un bâton. Il y en a qui vont sauter les bosses, il y en a qui vont toutes se les prendre dans les genoux, mais va déjà en bas de ta piste ouais, noire, fais-la une deuxième fois, et puis un jour, petit à petit, tu vas trouver ton passage. Enfin, c'est une image que je sais qu'au Canada, on apprécie. T'as remarqué, je n'ai pas parlé des chiens de traîneau, hein. Ce sera pour un autre, parce que ce ce que je sera. te propose, Laurent, c'est que moi, j'adore partager mes passions, et le mot que j'ai peut-être utilisé suffisamment, c'était l'énergie et la passion, mais il faut vraiment envie. Les trois mécaniques de l'humain, c'est la peur, le besoin et l'envie. Mm, Si tu es consultant parce que tu as peur d'être chez toi, il ne faut pas l'être. mm, Si tu es consultant parce que tu as juste besoin de gagner ta vie, ça ne suffira pas. Il faut mm, qu'il y ait ce désir, il faut que cet appétit qui bouffe ta vie, ta nuit, tes vacances. Moi, je ne prends jamais mes vacances avec le même esprit qu'avant. Parce que même pendant mes vacances, je suis au contact de mes clients. Tu vois, ça rend mm, fou ma femme, mais bon, mm, mm. Ouais. c'est plus qu'un job, tu vois, quand tu es consultant. C'est Oui, écoute, moi j'ai bien aimé tout ce que tu as partagé, et puis j'espère que ça va inspirer les gens qui écoutent cette vidéo, parce qu'il y a énormément, il faut la reprendre minute par minute cette vidéo, parce qu'il y a énormément d'enseignements, d'expérience. C'est d'ailleurs tu as commencé avec ça, et je partage aussi ça avec toi. C'est vraiment c'est l'expérience qui est comment, la source de ce que maintenant je peux transmettre, plus que peut-être tout un tas d'autres choses qui mettent les gens dans des cases. Mais en tout cas, merci beaucoup Christian pour ce très belle interview. Je pense que ça va rendre service. merci, merci, Laurent.